Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce premier webinaire qu'on a voulu dédier aux copropriétaires dans les immeubles neufs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ces problématiques. Alors, il y a eu beaucoup de demandes. Il y a 108 personnes qui se sont inscrites. Ouais, c'est ça, 108. Donc, on va attendre un petit peu que les gens se connectent avant de démarrer. Peut-être encore une minute ou deux. Vous devez avoir à votre disposition un onglet questions dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions, sachant que la plupart d'entre vous, et on les remercie, nous ont déjà posé leurs questions au moment de l'inscription. Donc on a pu les compiler avec David San, qui est le responsable du pôle 9, qui nous a rejoint après. Il avait déjà travaillé chez nous il y a quelques temps. Il est revenu pour prendre la responsabilité du pôle 9. Bonjour à Donc tous. voilà, par contre, il y a un problème de visio, donc vous n'aurez pas la chance de voir son visage ce soir, sauf s'il arrive à réparer sa caméra. Je vais essayer. Donc on a déjà commencé à compiler les différentes questions que vous nous avez adressées au moment de l'inscription. On va y répondre du coup dans l'ordre, et à la fin, on prendra aussi les questions qui nous sont posées ou même pendant, voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui demande: «Le webinaire était que pour les conseils syndicaux ou tous les copropriétaires?» Non, le webinaire, il est destiné à tous les copropriétaires, pas que les membres du conseil syndical. L'idée, c'est que vous puissiez comme ça nous adresser vos questions sur des aspects vraiment généraux, parce que si c'est des thématiques qui concernent vraiment très spécifiquement votre copropriété, c'est pas forcément le bon quorum pour la poser. Là, l'idée, c'est la plupart d'entre vous se posent souvent les mêmes questions, quelle que soit la copropriété. Donc on veut voilà avoir cet échange avec vous. Et peut-être qu'en étant attentif aussi aux réponses des questions des autres participants, vous allez apprendre des choses qui vous seront peut-être utiles dans votre vie dans la copropriété. Vous savez que nous, chez Homeland, c'est un peu spécialisé. Enfin, on a vraiment beaucoup de demandes de la part d'immeubles neufs, donc on commence à être habitué de toutes les thématiques techniques, comptables, juridiques qui peuvent survenir. On répond quotidiennement à des centaines, voire des milliers de questions de copropriétaires, et on s'est dit que ça pouvait probablement intéresser d'autres personnes que les personnes qui nous adressent ces questions individuellement. C'est pour ça qu'on a voulu organiser ce webinaire. Donc il y avait encore 108 inscrits. On a actuellement 45 personnes qui participent. Alors il y a souvent des gens qui s'inscrivent pour pouvoir voir le replay. Donc là, vu qu'il est 36, on va pouvoir démarrer. L'idée, c'est que nous, d'abord, on Ah, ça balaye. Ah, marche. il a réussi. Parfait. L'idée, c'est qu'on balaye d'abord les questions qui ont été posées à l'inscription. On va essayer de faire ça en 30-40 minutes. Et ensuite, on prendra les questions aussi que vous posez au fil de l'eau. Donc, voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à nous interrompre, à les poser. Et à la fin, on prend un temps dédié à la question aux questions qui sont posées. Alors, on démarre sur les questions qu'on a compilées. Donc, on les a rangées dans 5 grandes catégories. La gestion courante, les sujets sur l'extranet Homeland, tout ce qui touche au désordre et au sinistre. Une thématique importante pour beaucoup, c'est la levée des réserves. Donc, là, parmi vous, il y a des gens qui viennent de réceptionner leur appartement. Il y en a qui habitent dans l'immeuble depuis un peu moins de 10 ans. Donc, on a réservé ce webinaire à toutes les copropriétés qui sont dans des immeubles de moins de 10 ans. Et il y a eu quelques questions privatives ou sur des aspects de location de l'appartement. Mhm. Donc, on démarre sur la gestion courante. Donc ça, c'est pour les gens qui sont chez nous depuis pas très longtemps, notamment. Quels sont les différents moyens pour contacter Homeland en cas de questions? Donc, déjà pour démarrer, toutes les questions qui ont été posées par les gens qui sont inscrits seront répondues. Peut-être pas tous ce soir, mais si vous n'avez pas la réponse ce soir, on vous fera une réponse par mail. Voilà, et on compilera aussi toutes ces réponses qu'on enverra par mail, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Les différents moyens pour contacter Homeland en cas de questions, ils sont les suivants. La première, c'est l'adresse email assistance@homeland.imo. Et donc là, vous pouvez contacter directement votre référent de copropriété, toute l'équipe d'Homeland. Donc on est aujourd'hui 67 dans l'équipe. Tous les questions tous les mails entrants sont centralisés pour qu'on puisse les répartir en fonction, par exemple, des congés de chacun ou des disponibilités de chacun.
Et donc, lorsque vous nous adressez une question, elle va être orientée vers le service concerné. Donc, si vous avez une question comptable, ça va être orienté plutôt vers les comptables. Si c'est une question juridique, plutôt vers le pôle juridique. Et si c'est une question de gestion courante, vers votre référent qui va y apporter une réponse. Vous pouvez aussi appeler notre standard téléphonique au 01 86 760 760. On s'organise pour qu'il y ait toujours quelqu'un d'astreinte qui puisse répondre en cas d'urgence technique, même tard le soir, même le week-end. Si jamais toutes les lignes sont occupées et que vous n'avez pas eu de retour, la personne va finir par vous rappeler. Donc voilà, si vous estimez que c'est urgent, pas besoin de rappeler 2 ou 3 fois. On s'organise pour toujours rappeler les gens qui nous appellent. Mmh. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont mises sur l'extranet de copropriété, on pourra y revenir. Pour les questions courantes, vous avez aussi un petit centre d'aide qu'on a mis à votre disposition. On pourra également y revenir. Une J'ai question peut-être fréquente. un petit Oui, point à rajouter sur, les moyens de contacter Homeland. Je pense qu'une des valeurs de Homeland, c'est vraiment la proactivité. Du coup, de ce fait, nous, on tient à faire un point d'avancée au niveau des immeubles neufs qu'on reçoit et afin de s'assurer que tout le fonctionnement, est vraiment efficace et que les copropriétaires sont satisfaits. Du coup, on se fait des points d'étape semestriellement afin, de pouvoir s'assurer que le conseil syndical et le gestionnaire avec qui il travaille efficacement et travaille en bonne entente. Je pense que c'est ouais, quelque ça c'est une chose, nouveauté très exactement qu'on met important. en place avec l'arrivée de David. Et on en discutait tout à l'heure avec un conseil syndical d'un immeuble neuf, donc je crois que certains d'entre eux participent. On va essayer de faire au moins une fois par semestre un point, donc nous au pôle 9 d'Homeland, avec le conseil syndical sur tous ces aspects-là. Euh, David, tu veux prendre peut-être cette question qui est assez récurrente pour les copropriétaires qui arrivent dans la résidence? Bien sûr. Comment changer les noms sur les étiquettes des boîtes aux lettres et non seulement changer les noms, mais peut-être les uniformiser afin d'avoir, disons, un hall d'entrée qui soit beau? C'est une question qui est souvent posée et on a déjà effectué le sujet sur, notamment Clos de l'Europe. Si jamais il y a des copropriétaires du Clos de l'Europe qui sont là. Du coup, la manière dont on fonctionne, c'est en bonne entente avec, le conseil syndical et aussi le gestionnaire. C'est-à-dire que le gestionnaire, à l'initiative du conseil syndical, débutera un projet. Ce projet aura pour but de recenser l'ensemble des noms des personnes de l'immeuble parce qu'en fait, vous le savez que parfois il y a des bailleurs dans l'immeuble. De ce fait, ils vont faire de la location et le locataire a besoin de son nom sur ses étiquettes. Du coup, de ce fait, on fait, une communication avec l'ensemble des copropriétaires afin d'avoir les noms et les prénoms qu'ils veulent afficher sur ces boîtes aux lettres. Une fois que cette période est passée, nous, on a un partenaire avec qui on travaille afin de vous donner des prix qui sont, plus compétitifs et pour installer l'ensemble des boîtes aux lettres et des noms sur les boîtes aux lettres. Bien sûr, ça demande une certaine participation de la part de l'ensemble des copropriétaires, puisque chacun devra nous donner son nom, son prénom, le numéro de lot en question et aussi, bien sûr participer et mettre cette étiquette sur sa boîte aux lettres. Du coup, on procède de cette manière. On l'a déjà fait et on le fait de manière assez efficace. Donc on passera le plus rapidement possible sur ces questions-là, comme ça on pourra prendre les nombreuses qui sont posées en ce moment dans l'onglet questions. Est-on obligé de souscrire un contrat de maintenance sur un équipement garanti par le promoteur? Ça, c'est des questions que quelqu'un a posées en s'inscrivant. Alors, vous n'êtes pas obligé en théorie, mais si vous le faites pas, vous risquez de perdre la garantie. Donc, c'est pour ça que nous, parce qu'on a un devoir de conseil et on vous encourage à souscrire des contrats de maintenance sur tous les équipements garantis. Après, encore une fois, c'est toujours la copropriété qui décide, ou le conseil syndical si l'assemblée générale a délégué son pouvoir de décision. Donc c'est pas nous qui sommes signataires des contrats, c'est toujours décidé en bonne intelligence avec le conseil syndical, mais on vous encouragera toujours à le faire, sinon vous risquez de perdre la garantie. Donc voilà la réponse générale qui s'applique à tout le monde. Mmh. Alors pour les commandes de Vigic et de badge parking, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est quand on prend possession des parties communes, le promoteur parfois a des stocks de badges qu'il va nous remettre. Une fois qu'on les a, on peut vous les adresser sur demande. Une fois que le stock, si on n'a pas de stock de badges,
on doit commander un nouveau stock de badges à un prestataire. Et donc là, on dépend un petit peu de son délai d'intervention. Généralement, ça peut prendre jusqu'à 2-3 semaines, le temps qu'il nous envoie les badges, mais on essaye d'anticiper. Mais parfois, il arrive qu'on n'ait pas les stocks, les badges en stock. Donc on doit faire la demande au prestataire qui doit, vous savez, les configurer pour qu'il puisse donner accès au bon bâtiment. Donc ça peut prendre quelques semaines. Une fois que le stock est constitué, en fait, vous le savez parce que dans votre extranet Homeland, vous allez retrouver dans l'onglet service ici, ce bouton commander un moyen d'accès qui est à côté, qui est entre le centre d'aide que j'évoquais tout à l'heure avec les réponses aux questions fréquentes et les finances. Donc là, en commandant sur commander un moyen d'accès, vous savez ce qu'on a en badge, ce qu'on a en stock, pardon. Si on les a en stock, ils sont ici avec le prix et vous pouvez dire je veux un badge Vigic bâtiment A, je veux qu'il arrive à cette adresse ou vous pouvez la modifier. Éventuellement, vous mettez votre commentaire et ensuite ils sont facturés par déduction de votre appel de fonds. Donc là, il faut cocher ça, j'accepte que le prix des moyens d'accès soit facturé par déduction de mon appel de fonds. Ensuite, en cliquant sur commander, ça nous envoie un ticket à l'équipe qui chez nous s'occupe de la gestion des badges. Et donc, ils vont vous envoyer ça dans un délai de 48 à 72 heures si on a bien les stocks. Mmh. On continue sur les questions de gestion courante qui nous ont été adressées par les inscrits. Alors la question suivante, c'est comment calculer le coût de chauffage collectif? Comment la répartition est-elle effectuée? Alors, il faut savoir 2 choses. Tout d'abord, il y a la partie budget, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui a été voté pendant l'année. Ce budget qui a été voté pendant l'année, sera appelé en fonction de vos tantièmes, les tantièmes que vous trouvez, dans votre, règlement de copropriété. Ces tantièmes sont proportionnels à la surface que vous possédez dans le bien et vous offrent, sont appelés pour des charges. En l'occurrence, pour le chauffage collectif, ça fonctionne de cette manière-là. On appellera au tantième pour l'instant le budget prévisionnel, puis à la fin de l'année, lorsqu'on procédera pardon, à la régulation comptable, à la régule comptable, on verra la consommation réelle si jamais vous avez, par exemple, des compteurs. Si vous avez des compteurs d'eau chaude, d'eau froide et d'énergie thermique. Alors à ce moment-là, on fera une régularisation et cette régularisation pourra faire l'objet soit d'un avoir ou d'une demande supplémentaire si vous avez consommé plus. Du coup, la répartition est effectuée, soit, à la fin de l'année ou soit vous pouvez aussi regarder votre consommation réelle au fur et à mesure de l'année en fonction des compteurs que vous avez, qui sont soit de la télérelève ou, de la télérelève annuelle ou de la télérelève semestrielle. Oui, ça dépend un peu des prestataires que vous avez pour la relève. Il y a des prestataires qui permettent un suivi assez régulier, mais pour l'instant, ils ne sont pas souvent déployés. C'est des prestataires assez modernes. Sinon, la plupart des prestataires de relevé de compteurs, ils vont relever vos compteurs au semestre ou à l'année et ils nous envoient ensuite les relevés que nous, on applique aux différents appartements. Et avant ça, effectivement, généralement, vous avez une clé de charge chauffage si vous êtes impacté par le chauffage collectif. Et donc, il y a le budget qui a été approuvé en assemblée générale, auquel on va appliquer vos tantièmes de clé de charge Mmh. chauffage. Donc, la copropriété avance la facture globale à la résidence. La répartition individuelle est calculée par les compteurs. Et à la fin de l'année, on applique les relevés de compteurs. Comme ça vient imputer la consommation individuelle à chacun. Donc, ça répond un petit peu à la deuxième question qui était comment faire pour contrôler les consommations individuelles. Ça dépend de vos compteurs. Si vous avez des compteurs, par exemple Coquelicot ou d'autres qui proposent un suivi en temps réel de la consommation, vous pouvez avoir ce relevé en temps réel. Si c'est des compteurs, des prestataires plus classiques comme OCA, Proxiserve ou Ista, généralement, ils vont faire un relevé au semestre ou à la fin de l'année. Et ça dépend de votre contrat. Les contrats, d'ailleurs, j'en profite, ils sont disponibles pour tous les copropriétaires dans l'onglet documents. Vous avez ici tous les contrats de votre résidence. Donc, vous pouvez retrouver normalement dans cet onglet documents contrats les contrats de ISTA ou autres et voir si c'est un relevé semestriel ou annuel qui a été voté par la copropriété. Comment calculer ces charges de copropriété? Alors ça, c'est une question aussi assez fréquente là-dessus, donc ça fait partie des réponses
qu'on essaie de mettre à votre disposition sur le centre d'aide. Mmh. Je reviens là-dessus ici dans l'onglet Services. Vous avez dans votre centre d'aide toute une base de questions qui sont posées assez régulièrement. Donc là, c'est par exemple si je tape charge, je vois toutes les questions relatives aux charges. Est-ce que je peux payer mes charges en espèces, etc. Comment calculer mes charges de copropriété? Donc ça, c'est une question qui a été posée ici. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a ces éléments de réponse qui existent. Mais pour répondre à votre question en 2 mots, calculer le montant de vos charges, c'est le nombre de tantièmes de votre lot sur le nombre de tantièmes total. Donc ça, c'est des éléments que vous avez sur votre acte d'achat ou sur votre appel de fonds ou dans le règlement de copro, fois le budget de ce poste-là. Donc le budget, vous le trouvez en annexe à la convocation d'AG. Vous avez toujours le budget qui est annexé à votre convocation d'AG. Et ça vous permet de calculer le montant des charges qui va être appelé. Encore une fois, c'est un budget avec des charges qui sont appelées. Donc ça permet à la copropriété de payer les factures en fonction d'un budget prévisionnel qui a été déterminé soit sur la base d'un historique, soit à partir d'estimations. Si l'immeuble vient de sortir de terre, vous êtes obligé de voter un budget sur des estimations. Et donc ça permet d'avancer les frais. Et à la fin de l'année, le syndic fait la comptabilité et il y aura une différence entre le budget appelé et les charges réelles. Et cette différence va vous être restituée soit au crédit, soit au débit de votre compte. Peut-on Alors appeler les nous-mêmes les intervenants? Ouais, vas-y David. Mmh. Oui, bah, vas-y, tu peux la faire celle-là. Ok. Peut-on appeler nous-mêmes les intervenants? Donc ça, c'est une question qui nous a été posée, comme toutes ces questions en fait, par l'un d'entre vous. Il y a un risque si vous appelez vous-même les intervenants, c'est que pour que l'intervenant il adresse sa facture à la copropriété, il faut qu'il ait un ordre de service du syndic. Pourquoi? Parce que si un copropriétaire appelle par exemple un plombier pour un problème privatif, eh ben, le plombier il va facturer le copropriétaire qui l'a appelé pour son problème privatif. Il ne faut pas qu'il facture la copropriété. Vous n'avez pas envie que vous, dans votre ensemble, de supporter la facture de monsieur ou madame Intel qui a appelé le plombier ou l'électricien pour un sujet personnel. Donc, si vous appelez vous-même les intervenants, le risque, c'est que si moi j'appelle demain le plombier pour une fuite d'eau sur mon WC, le plombier il va m'envoyer la facture à moi. Il aura raison. Pour que si c'est un sujet qui concerne la copropriété, ça doit être un ordre de service du syndic. Donc non, en théorie, vous ne pouvez pas appeler vous-même les intervenants. Si vous le faites, c'est vous qui allez recevoir la facture privativement. Par ailleurs, il y a des intervenants qui sont, donc nous, les intervenants qu'on fait intervenir sur l'immeuble, c'est soit des intervenants qui sont sous contrat. Donc encore une fois, vous retrouvez les prestataires sous contrat dans cet onglet contrat, dans votre extranet de copropriété, document contrat. Donc là, c'est un espace de test, il n'y a pas grand-chose, mais il y aurait par exemple le contrat avec l'ascensoriste, le contrat avec le chauffagiste. Donc vous savez qui sont les prestataires sous contrat. Et donc ces prestataires-là, c'est des prestataires que la copropriété a choisis en assemblée générale ou bien par l'intermédiaire du conseil syndical. Donc, ils sont audités systématiquement par notre pôle technique. On va s'assurer qu'ils ont bien les assurances pour faire le travail pour lesquels ils ont un contrat. On va s'assurer qu'ils sont pas en faillite. On va s'assurer qu'ils sont dans les règles sur les aspects sociaux et fiscaux. Et ça, c'est pour préserver votre intérêt. Si demain, un copropriétaire ou la copropriété fait appel à un intervenant qui n'est pas assuré pour ses prestations, qui n'est pas conforme, vous vous mettez en risque. Donc là aussi, c'est une raison pour laquelle il vaut mieux que ça passe par le syndic, parce que nous, on fait ce travail en amont de sélectionner, auditer tous les prestataires pour nous assurer qu'ils ont bien les qualités, les assurances et qui sont dans les règles pour faire ce qu'on leur demande de faire. Ça peut vraiment entraîner des désagréments très coûteux pour une résidence. Si vous faites faire un travail à une personne qui n'est pas assurée, ou bien encore pire, qui emploie des salariés, enfin qui emploie pas des salariés, mais qui fait travailler des gens sans contrat de travail, qui a un accident,
c'est la copropriété qui est responsable. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Nous, tous les prestataires qui sont mandatés par Homeland sont systématiquement audités pour vous éviter ces désagréments-là. Mmh. Alors, on Alors passe aux questions sur l'extranet Homeland. peut-être quelques points sur, cet extranet-là. C'est un extranet que nous développons en interne. On a 3 développeurs qui travaillent dessus constamment afin d'améliorer tout d'abord l'outil de gestion dont on dispose nous pour, mettre, à bien les éléments de votre copropriété, mais aussi, l'outil de communication dont vous disposez afin de nous contacter, mais aussi de voir l'avancée des différents travaux et pour interagir avec Hopland. Du coup, de ce fait, on a préparé pas mal de nouveaux projets qui sont encore en cours et qui vont vous faciliter la vie, notamment pour le conseil syndical. Et là, on peut prendre ensemble les questions, c'est: comment pouvons-nous payer nos charges? Alors, vous avez cette option-là dans l'extranet de payer vos charges. Vous pouvez soit payer par virement, soit payer par IBAN. Peut-être que Renaud peut le montrer. On a dans l'onglet finances ici, pardon, dans votre C'est un ah, espace de démo, donc, tu l'as pas? donc D'accord. c'est un espace de démo, donc il n'y a pas de données comptables. Ah dommage. Mais du coup, l'idée, c'est que généralement, et alors d'ailleurs, ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver, je en profite, sur ces aspects. Vous avez sur notre site internet toutes les fonctionnalités de l'extranet ici. Donc, sur les aspects de payer les charges, normalement, vous avez ça. Donc, vous pouvez payer vos charges en souscrivant au prélèvement automatique, soit mensuel, soit trimestriel. Donc ça vous permet de lisser le paiement de vos charges et d'éviter d'oublier un paiement et du coup de recevoir une relance. Vous pouvez le payer par virement bancaire. Donc toujours dans cet onglet Finance, vous allez retrouver les coordonnées du compte bancaire et vous pouvez aussi le payer par chèque. Et donc en dessous, là, il y a généralement l'ordre qu'il faut indiquer. C'est comme ça que vous pouvez payer vos charges de copropriété. Euh, Est-il possible de ne plus recevoir de courrier papier? Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on est très attentif à l'empreinte écologique d'Homeland et des copropriétés. Donc ici, dans l'onglet Mon compte, vous pouvez choisir vos préférences de communication. Vous pouvez décider de recevoir vos appels de fonds par email, par courrier ou par email et courrier. Par défaut, nous, on est obligé de le faire par courrier classique. Ça, c'est une obligation légale encore. C'est un peu pénible, mais on est obligé de faire ça. C'est pour ça que par défaut, vous recevez du courrier. Si vous voulez changer, il vous suffit de venir ici, de remplir email. Pour ce qui est des recommandés, donc tout ce qui est convocation à l'assemblée générale, réception du PV d'assemblée générale, éventuellement autre communication par recommandé, vous pouvez ici, en cliquant sur «Je souscris à la réception de lettres recommandées électroniques», vous pouvez décider à votre main. Et encore une fois, nous, par défaut, on est obligé de faire du recommandé papier. On est obligé, c'est voilà, c'est comme ça. Sauf si vous nous donnez votre accord pour recevoir des recommandés électroniques. Il suffit de cliquer ici. Et donc ça permet de réduire la consommation de papier. Enfin, il faut cliquer ici et ensuite faire un tout petit process voilà, pour donner votre identification. Et ça permet de consommer moins de papier et ça permet de réduire les frais bancaires, les frais postaux pardon, de la résidence. Pareil pour ici, si vous recevez vos appels de fonds par email, ça vous coûtera moins cher puisqu'il y aura moins de timbres à payer. Mmh. Désordre et sinistre. Tu veux la prendre, David? Oui, bien sûr. Comment signaler un problème dans la copropriété? Du coup, dans votre copropriété, pareil, on revient sur l'extranet d'Homeland. Vous avez, à votre disposition un bouton sinistre, un bouton signalement de sinistre et d'incident afin de déclarer, tout problème qui survient sur votre copropriété. On parle souvent de problèmes qui sont assez urgents, par exemple une fuite, une coupure d'électricité, un appareil qui ne fonctionne pas. Cela permettra de vous mettre en relation avec nos équipes qui prendront en charge ce ticket et qui le traiteront le plus rapidement possible. Ensuite, on a bien sûr notre numéro de téléphone, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec, nos équipes d'astreinte qui ont été formées pour répondre à ces cas d'urgence, pour, vraiment apporter de la valeur dans les moments où, ça peut être difficile pour votre copropriété et pour sauvegarder l'immeuble afin d'empêcher des désordres supplémentaires. Euh,
Donc oui, typiquement, s'il y a une urgence, par exemple, une panne sur un ascenseur tard le soir ou sur un chauffage, le mieux c'est de nous appeler. Nous, on a les informations sur, le prestataire qui est à la maintenance, donc on va le contacter et généralement, on va et ça c'est une nouveauté, de notre outil, on va pouvoir indiquer avec un flash info qui apparaîtra ici, en gros, en haut de votre extranet, disant, «Panne de chauffage, nous avons été sollicités, le mainteneur a été contacté, il va intervenir dans tel délai. Nous, une fois qu'on a contacté le mainteneur, on fait le suivi pour s'assurer qu'il fasse le travail. Mais en tout cas, vous êtes prévenus qu'on a bien envoyé la demande de maintenance. Donc pour résumer, 3 moyens pour nous joindre. Le numéro de téléphone disponible 24/24, 7 jours sur 7. Encore une fois, si jamais on ne répond pas du premier coup, on vous rappelle. Parce que si tout le monde appelle en même temps pour une panne de chauffage, ben, ça peut engorger la ligne, mais on prend le temps de rappeler tout le monde. Il y a aussi la possibilité de nous contacter par email, assistance@homeland.imo, ou de signaler l'incident ici, peut-être si c'est quelque chose de moins urgent. Ça vient créer un ticket et nos équipes vont le traiter voilà, en fonction du degré d'urgence. Alors, mon chauffage ne fonctionne pas. Comment le faire réparer? Oui, je vais peut-être, alors, tout d'abord, on a nous, de notre côté, quelques préconisations à faire. Parfois, c'est juste que soit, par exemple, sur la gaine palière, votre chauffage n'est pas activé, c'est-à-dire que le tuyau de votre chauffage, n'est pas droit par rapport à son tuyau, mais bloque le chauffage. Il faut tout d'abord aller vérifier en gaine palière si votre chauffage est ouvert. S'il est ouvert, à ce moment-là, faut rentrer, disons, dans votre logement pour voir si du côté du thermostat, est-ce qu'il y a un problème ou pas. C'est-à-dire vérifier que tout est bon, que vous avez bien réglé l'heure, qu'au niveau des consignes de température, vous les avez bien mises en place. Une fois que vous avez vérifié tout ça, faut aussi, savoir si vous, de votre côté, vous avez fait des travaux dans votre logement. Si vous avez fait des travaux dans votre logement, notamment qui touchent, tout ce qui est, chauffage, à ce moment-là, vous avez peut-être modifié l'ouvrage et cette modification de l'ouvrage peut entraîner des désordres. Ça c'est disons un autre point. Ensuite, si vraiment, ça ne fonctionne pas, contactez-nous et après nos services, se chargeront de vous aider, pour résoudre ce problème. Je vois des questions en même temps, des gens qui demandent s'il est possible d'enregistrer la discussion. Je vous confirme que c'est enregistré, que vous pourrez visionner le replay sans problème et on fera un récapitulatif des réponses apportées aux questions qu'on enverra à Mmh. tous les participants, et peut-être même à d'autres copropriétaires qui pourraient être intéressés. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui s'amoncellent donc si on n'arrive pas à prendre toutes les questions ce soir, on fera quand même des réponses une par une. Et donc voilà, on répondra à toutes les questions. Mmh. Hem, alors, Heu, vas-y David. je perçois une micro-fissure dans mon receveur de douche. Qui doit agir et contre qui doit-on le faire? Alors un receveur de douche, cet équipement-là se trouve dans vos parties privatives. En tant que syndic, nous, on a le devoir d'administrer et de gérer le bien, c'est-à-dire les parties communes. On a donc, nous, ce devoir d'agir face aux promoteurs si jamais il y a des problèmes dans les parties communes. Pour tout ce qui concerne les parties privatives, n'étant pas propriétaires et n'étant nous-mêmes pas habilités à agir à votre place, toute action qu'on mènerait à votre place, serait infructueuse. Du coup, de ce fait, je vous invite à systématiquement pour les problèmes de parties privatives, à vous-même vous rapprocher du promoteur. Ensuite, si jamais le promoteur ne répond pas, peut-être aller envoyer une mise en demeure, une lettre recommandée pour pouvoir, faire d'autres actions par la suite. Du coup, s'agissant de votre receveur de douche, pour ça, je vous invite à vous rapprocher du promoteur pour essayer de régler cette question avec lui, sachant que, ce receveur de douche, est disons soumis à la garantie de parfait achèvement et vous êtes garanti sur cet ouvrage. Alors, on passe sur des sujets qui intéressent, notamment ceux qui viennent d'être livrés. Signalement et levée des réserves. Donc, comment sont gérées les réserves des parties communes? Donc, il y a toujours une réunion de livraison qui est organisée avec le promoteur,
Parfois, des membres du conseil syndical peuvent participer. Parfois, vous êtes assisté d'un maître d'œuvre. Et donc là, l'objectif, c'est de noter toutes les réserves qui sont constatées lors de la réunion de livraison. On fait un procès-verbal de réserve qui est contresigné et on prend le temps qu'il faut. On passe parfois plusieurs journées pour tout lister avec le promoteur. C'est signé par le promoteur, signé par le syndic. Ça, c'est la base de travail qui fait qu'on a cette liste de réserves. Ensuite, vous avez 30 jours après la date de livraison pour éventuellement signaler ce qu'on appelle les réserves à 30 jours. Donc, s'il y a de nouvelles réserves qui apparaissent qu'on n'avait pas vues pendant la période de livraison, nous, on va consigner tout ce que vous nous remontez. Et donc là, on parle bien des parties communes, hein. Nous, on s'occupe des parties communes, les parties privatives, c'est à peu près le même process, mais c'est vous qui le faites en direct avec le promoteur. Nous, on s'occupe des parties communes. Donc on consigne toutes les réserves à 30 jours, voilà, à 30 jours qui apparaissent. Et on va faire un recommandé au promoteur à l'issue des 30 jours en disant, pour info, voilà toutes les autres réserves qui sont apparues, qui n'ont pas été découvertes pendant la livraison. Donc il faut les ajouter à la liste des réserves à traiter. Combien de temps le promoteur a-t-il pour lever les réserves et que faire pour que ce soit fait? Le promoteur, concrètement, il a 1 an pour lever ses réserves. Donc nous, on lui signale avec les réserves à 30 jours, il a contresigné le procès-verbal de livraison et il a jusqu'à 1 an pour lever les réserves. Donc on peut le relancer régulièrement, mais lui, son obligation légale, c'est de les lever avant 1 an. Avant ça, ça serait contre-productif, par exemple, de l'assigner parce qu'il a ce délai d'1 an pour lever toutes ses réserves. Généralement, ce qu'ils font, comme ils sont tributaires des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, et ils vont essayer de faire un rendez-vous avec le peintre, l'électricien et de lever les différentes réserves. Et ils vont essayer de faire ça à des régularités de plusieurs mois, le temps qu'ils arrivent à contacter l'entreprise et de prendre un rendez-vous avec eux. Donc, parfois, il faut attendre 2 mois que l'électricien vienne, répare tous ces trucs. Il y a des cas un peu extrêmes où l'entreprise, elle a fait défaut, donc ils doivent trouver une autre entreprise pour lever des réserves, ça prend plus de temps. En Mmh. tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, ils ont jusqu'à 1 an pour les lever. Donc si on leur envoie un mail par jour ou un recommandé par jour, ça accélérera malheureusement pas forcément les choses. Il y a des promoteurs qui sont plus réactifs que d'autres, plus structurés que d'autres. Parfois, il y a des gens chez les promoteurs qui s'en vont, donc ça crée parfois des délais de levée des réserves. Voilà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est ce délai-là. Et donc une fois que les réserves sont consignées dans le procès-verbal de livraison, eux, ils ont l'obligation de les lever dans un délai d'1 an. Si c'est pas fait, on peut les assigner. Mais il faut pas attendre, enfin, c'est pas forcément une bonne idée d'assigner avant la fin de ce délai. Sinon, il pourrait ouais, se défendre en disant, ben, ouais, vous m'assignez, mais en fait, je le ferai avant le délai d'1 an et donc on aura engagé des frais pour rien. Que faire si les réserves émises à la remise des clés de l'appartement n'ont toujours pas été traitées? Alors là, je n'ai pas bien compris si c'était une question privative. Je pense que c'est peut-être une question privative puisqu'on parle de la remise des clés de l'appartement. Mmh. Là encore, là pour le coup, c'est un sujet qui vous concerne vous. Ce qui se passe dans votre appartement, c'est vous qui gérez ça, donc c'est à vous de faire des recommandés au promoteur, pour que ces réserves soient levées. Et encore une fois, il a 1 an pour le faire. Si jamais ça n'a pas été traité dans un délai, dans le délai d'1 an, vous pouvez assigner ou vous pouvez décider, en bonne intelligence avec le conseil syndical et le syndic, de faire une assignation groupée. Je ne sais pas si tu voulais, préciser des choses là-dessus, David? Non, non, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment privatif. Du coup, de ce fait-là, vous devez agir vous-même. Mais bien entendu, vous pouvez faire un recours, peut-être collectif vis-à-vis du promoteur si vraiment la situation se tend. Toutefois, vraiment, nous, de notre côté, on vous recommande avant de saisir, le juge ou de faire toute action en justice, de communiquer cette intention, de le faire avec notre gestionnaire afin qu'il puisse, contacter notre équipe juridique et notre pôle juridique pour vous conseiller au mieux. Puisqu'en fait, comme le disait Renaud, effectivement, pour la GPA, par exemple, il faut attendre les 364 jours, disons, afin d'avoir tous les désordres qui existent et non pas lancer une procédure à 6 mois et finalement découvrir qu'il y a d'autres désordres, puis devoir relancer une nouvelle procédure derrière puisque ces désordres-là ne rentreront pas dans la première procédure. Du coup, on vous invite toujours à nous contacter en amont puisqu'en fait, on a aussi ce devoir de conseil envers vous
et on vous aidera avec plaisir pour vous conseiller, pour vous aiguiller vis-à-vis de ces questions-là. Regardez parce que je crois qu'on avait fait un article là-dessus assez dense. Que faire si le promoteur de mon immeuble neuf ne répare pas les réserves relevées lors de la livraison? Donc vous verrez, ça peut être utile pour ceux qui se posent la question de savoir dans quel délai, il vaut mieux assigner. Il y a des différents sujets de délai, voilà, donc c'est peut-être un peu technique. C'est rédigé par notre service juridique, mais du coup, c'est assez précis. Heu, donc vous pouvez consulter ces éléments-là et pour les copropriétés qui se posent ce genre de questions, de toute façon, on est, au courant et le pôle, juridique est là pour, vous conseiller sur ces aspects-là. Encore une fois, l'enjeu, c'est de, purger au maximum les voies amiables pour éviter des frais pour votre résidence, notamment des frais d'avocat et les procédures sont longues et l'issue est incertaine. Donc il Mmh. faut vraiment purger toutes les voies amiables avant d'arriver à une assignation. C'est des choses un peu au cas par cas qui dépendent de vos résidences. Vous êtes nombreux ce soir et la plupart d'entre vous, généralement, si c'est des immeubles que nous avons réceptionnés, Heu, donc là, généralement, on a le départ, à partir du moment où on fait la livraison des parties communes, donc on a un bon suivi à partir de la réunion de livraison. Généralement, quand vous faites appel à nous après 2 ou 3 ans, c'est que ça s'est mal passé avec l'ancien, syndic ou avec le promoteur. Donc là, parfois, ça nous est arrivé de reprendre en main des assignations qui duraient depuis vraiment des années avec des montants de frais d'avocat très élevés. Et donc, ce qu'on vous conseille de notre expérience, on gère plus de 3 ou 4 000 maintenant logements dans des immeubles neufs, c'est de bien purger toutes les voies amiables, mais généralement le conseil syndical est accompagné par le pôle juridique sur ces aspects-là. C'est ça. Et au pire du pire, si jamais vous devez, tenter une action en justice, toujours avoir, disons, notre pôle juridique en backup est une très bonne chose. Ça vous permettra d'économiser des frais d'avocat qui sont parfois très, très chers. Moi, je passe à la suivante. Après, c'est les 2 dernières, je crois, voilà et ensuite il y en a plein qui sont posées, donc on prendra vos questions une par une. Location de mon bien. Est-ce que je dois prévenir le syndic si j'ai des locataires dans mon logement? Alors oui, c'est mieux, parce que typiquement, s'il y a une fuite d'eau dans votre logement pendant que votre locataire est pas là, et que nous on n'a pas informé, qu'on n'a pas ses coordonnées, en fait, quand il y a une fuite d'eau, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de comprendre d'où vient la fuite d'eau, et donc il faut qu'on puisse contacter la personne qui occupe le logement. Donc si vous avez un locataire, il faut nous transmettre ses coordonnées pour qu'en cas d'urgence, on puisse communiquer avec lui. Mmh. On nous a demandé quelle est l'expérience de Blanc dans la gestion locative. On fait de la gestion locative, mais que pour nos clients en copropriété. Donc, il y a beaucoup d'immeubles neufs pour lesquels on gère des biens en gestion locative, mais on réserve ça que à nos clients copropriétaires. J'avais Hem, peut-être une question dans le chat qui était en rapport avec ça, c'était la suivante: puis-je donner accès aux informations courantes concernant les parties communes à l'organisme gérant la location de mon logement pour que le locataire prenne connaissance de ces informations? oui, bien sûr, l'idée c'est que quand on communique, et on essaie de le faire de plus en plus, avec vous, donc ça dépend un petit peu aussi depuis quand on travaille avec vous. Si c'est une copropriété qu'on a récupérée récemment, généralement on a les adresses mail de tout le monde puisque le promoteur nous les a communiquées. Donc là, on va essayer de vous envoyer des newsletters assez fréquentes, pour vous indiquer un certain nombre de choses et c'est encouragé que ces communiqués-là soient transmis aux locataires. Le sujet, c'est que nous, en tant que syndic de copropriété, on n'a pas de lien juridique avec votre locataire. Nous, on a des liens juridiques avec les copropriétaires, mais on peut pas savoir qui sont vos locataires, sauf si vous nous le dites ou si vous nous le dites pas. Donc, on peut pas communiquer en direct avec vos locataires. Évidemment, les locataires peuvent nous appeler pour signaler des incidents. On communique avec tout le monde lorsqu'on nous appelle, mais sinon, si on ne dispose pas des informations sur le locataire, on ne peut pas l'informer. Donc oui, si vous avez des informations qui vous sont communiquées sur la vie en copropriété, c'est encouragé de les transmettre à votre locataire. C'est ça. Et si jamais vous avez cette information à nous donner, vous pouvez utiliser l'adresse assistance. C'était une question de madame Capet.
Du coup, vous pouvez utiliser l'adresse assistance pour nous transmettre ces différentes informations. Alors on prend vos questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On a commencé à en répondre à quelques-unes en même temps, par écrit, mais on va essayer d'en traiter un maximum. Pourrait-on ouvrir aux locataires une partie de l'extranet pour pouvoir signaler les incidents? C'est une bonne question. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Il y a plusieurs, axes sur lesquels on travaille. Nos développeurs ont un une grande roadmap avec beaucoup de fonctionnalités qui vont sortir en 2022. Il y a pas mal de boulot et ça fait partie des fonctionnalités. L'idée, c'est qu'ils pourront avoir une interface pour signaler des incidents ou même récupérer des documents qui les intéressent. Et du coup, hop, oui, on était là sur la presse. Et du coup, il y a aussi d'autres développements qui sont faits, notamment pour fluidifier la préparation de l'assemblée générale et aussi pour échanger aussi avec éventuellement les gardiens d'immeubles ou les régisseurs. Quelles sont vos priorités roadmap sur l'extranet en 2022? Le gros chantier qu'on a actuellement, c'est un outil de suivi de la préparation de l'ordre du jour. Donc, vous pourrez voir en live l'ordre du jour de l'Assemblée générale se préparer et échanger en direct avec votre gestionnaire sur la préparation de l'AG. Je pense que ce module est important pour le conseil syndical, puisqu'en fait, ça permet d'éviter les va-et-vient vis-à-vis des mails et d'avoir un outil qui est interactif pour faciliter, disons, votre démarche et faciliter le, les mises à l'ordre du jour de certaines résolutions. Alors je sais pas si sur cet outil de démo, sur cet espace de démo, j'aurai beaucoup d'infos là-dessus. Alors il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure pour les relevés de compteurs, comment connaître sa consommation. Si le prestataire de maintenance des compteurs nous les a envoyés, on va les mettre ici. Donc, soit il n'y a pas de compteur, soit on ne les a pas encore reçus, soit on les a reçus. Et là, vous pourrez avoir le relevé qui nous est envoyé par ISTA, ProxyServe ou autre. Donc ça répond à une question tout à l'heure pour savoir les consommations individuelles sur la base des compteurs. Sur les dépenses, donc encore une fois, c'est un compte de démo. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'infos là-dessus. Non, puisque c'est une copropriété fictive, mais sur les dépenses, donc ça, vous pouvez le savoir sur notre site internet où on fait la liste des fonctionnalités qui existent actuellement. Donc il y a notamment pour le conseil syndical un onglet en plus où vous pouvez suivre l'évolution des projets. Donc ça, je pense qu'ils sont au courant. S'abonner aux différents projets pour recevoir des mails à chaque fois qu'une action est menée. Sur les dépenses que je voulais vous montrer, donc en fait, le conseil syndical, il peut voilà, consulter les dépenses au jour le jour, voir les justificatifs et il peut aussi commenter éventuellement une facture. Donc en fait, quand on reçoit la facture, nous, elle est scannée, elle est numérisée, elle est imputée à une clé de charge, soit automatiquement parce qu'elle est liée à un contrat qui est paramétré, soit ça nécessite une validation du gestionnaire parce que ça rentre dans le cadre d'un projet particulier. Et donc là, le conseil syndical peut, en cliquant sur le petit point d'interrogation, nous émettre un commentaire sur la facture, en disant attention, il y a une clé, c'est pas la bonne clé de charge ou il y a un problème à un montant ou autre. Ça fait partie de notre politique de transparence totale. On veut que le conseil syndical ait une transparence totale sur la gestion de toutes nos équipes. C'est important aussi sur la comptabilité parce que parfois sur les immeubles neufs, au démarrage, il peut y avoir des soucis de paramétrage des contrats. Si on n'est pas encore bien familier de la résidence, peut-être qu'il y aura un contrat qui ne sera pas affecté au bon bâtiment. Donc, le but, c'est que vous ayez une visibilité là-dessus et que vous puissiez nous alerter. Attention, il y a un souci, on le règle. Et comme ça permet de rentrer sur un rythme de croisière où tout roule. Enfin, pour le conseil syndical, il y a un petit module qui permet de cocher les factures qu'il a vérifiées. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Ça permet aux membres du conseil syndical qui font le suivi d'avoir un suivi au fil de l'eau et de se dire bah, ok, cette facture, je l'ai vérifiée, elle est ok, je coche et je peux passer à la suivante. Puisqu'on reste sur cette thématique du conseil de l'extranet,
Je reprends une autre question. Sur l'extranet, il faudrait pouvoir voir les problèmes que l'on fait remonter. Cela permettrait d'éviter les doublons, de voir pour l'ensemble des copropriétaires où l'on est à ce milieu. Alors, c'est un bon point sur lequel on travaille aussi. Je ne sais pas, monsieur, si vous faites partie du conseil syndical, mais pour les membres du conseil syndical, ils peuvent suivre ces sujets dans l'onglet travaux. Donc, en revanche, il y a une modération qui est faite forcément sur les incidents parce que demain, n'importe qui peut venir ici dans l'onglet incident, dire il y a un problème, et en fait, ça va être un problème privatif. Donc, ça ne vient pas automatiquement créer un ticket, sinon les membres du conseil syndical risquent d'être un peu inondés. C'est envoyé à nos équipes qui vont filtrer les demandes qui sont d'ordre privatif ou commun. Si c'est vraiment une demande qui concerne les parties communes, à ce moment-là, on va ouvrir un dossier. On va ouvrir un dossier qui sera accessible au conseil syndical. Et donc là, le conseil syndical sera informé effectivement qu'un problème a été signalé. Par exemple, une fuite d'eau, voilà. Bon, il faut que ce soit assez précis. Encore une fois, ça c'est une copropriété test, mais de démo. Mais là, par exemple, il y a un dégât des eaux dans le hall d'entrée du bâtiment B signalé. Voilà. Donc on essaye de bien distinguer les différents projets pour éviter les doublons. Mais c'est à nous de faire ce travail, de nous apercevoir qu'un sujet a déjà été signalé ou pas. Encore une fois, s'il y a un sujet vraiment impactant pour tout le monde, on va créer, j'essaierai de vous faire une démo de ça tout à l'heure, ce qu'on appelle un flash info. Comme ça, tout le monde sait que le problème a été signalé, ça évite les doubles signalements. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir cette préoccupation pour nous parce que non seulement c'est pénible pour le conseil syndical qu'il y ait des doubles signalements ou pour les copropriétaires, mais pour nous, c'est aussi un sujet puisque si on reçoit 50 demandes sur un dossier qui est déjà existant, ça nous consomme du temps qu'on ne peut pas utiliser à faire des choses qui sont plus intéressantes pour vous. Donc pour vous répondre, oui, on travaille là-dessus pour que les gens qui ont signalé un incident ou signalé un problème comptable sachent que la demande est en cours de traitement. Mais en tout cas, ce ne sera jamais remonté automatiquement. À chaque fois, il y a une validation par nos équipes. J'avais peut-être une autre question qui était intéressante, c'était la suivante. Bonsoir, je souhaiterais savoir s'il est possible de pouvoir créer une fenêtre supplémentaire dans mon salon, car manque de luminosité. Alors, s'il faut créer une fenêtre supplémentaire, vous allez modifier la façade de l'immeuble et vous allez modifier le bâti. Ça, c'est du coup, c'est quelque chose qui sera qui sera impossible. Peut-être faudra voir et étudier cette opportunité, avec un architecte qui devra lui avoir les autorisations nécessaires et peut-être à la fin faire voter ce projet en assemblée générale. Mais, vous ne pouvez pas en l'état actuel, modifier vous-même une fenêtre pour avoir plus de luminosité. Je te laisse répondre à une autre question, David, pendant que je fais un flash info. D'accord. Heu, alors, j'arrive. Bonsoir, j'ai constaté depuis 1 an qu'il y a une cuisine qui est au-dessus de ma chambre. Je subis tous les bruits engendrés par l'activité dans cette cuisine, surtout la nuit. Quelle est la démarche à entreprendre? Tout d'abord, je pense que vous pouvez essayer de joindre votre, votre voisin pour essayer de régler ça avec lui à l'amiable. Et sinon, effectivement, dans le règlement de copropriété, il y a vous étant donné, que vous êtes en copropriété, vous devez respecter, pendant certains horaires, un certain seuil de bruit à ne pas dépasser. Du coup, à ce moment-là, rapprochez-vous de votre gestionnaire qui vous apportera une réponse, plus précise vis-à-vis de ça. Mais je vous invite tout d'abord à peut-être le contacter pour discuter avec lui. C'est toujours plus simple de discuter d'abord à l'amiable avant d'entamer d'autres sujets plus complexes. C'était la question sur le bruit, alors je C'est ça. rebondis dessus. Tout ce qui concerne les nuisances sonores, alors là-dessus aussi, c'est une question assez fréquente, donc on avait fait une réponse un peu générale, qui pourra peut-être vous aider dans le centre d'aide.
Donc je constate des troubles de voisinage, nuisances sonores, olfactives. Donc là, il y a un petit mode d'emploi de comment je fais. Et je crois qu'on avait fait aussi quelque chose spécifiquement sur le bruit, que je vais essayer de vous retrouver. C'était quoi ça? Tu sais, David, j'ai perdu le mot, mais quand il y a des... Tapage. Non, c'est pas ça que Non. j'avais en tête. Bon, je le retrouverai. Je le retrouverai. Je vous montre juste ce que j'évoquais tout à l'heure sur le flash info. Et ça tombe bien, il y a une Et question sur Flash Info qui demande: «Est-ce que la création d'un Flash Info nous est notifiée par mail?» je pense que oui. Le problème, c'est que nous n'avons pas toujours les adresses mail de tout le monde. Donc, en théorie, oui, ou bien c'est à la main du gestionnaire au moment où il va créer le flash info. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit notifié. Mmh. Le problème, c'est que généralement, alors dans les immeubles neufs qu'on a réceptionnés, généralement, on a toutes les adresses mail parce que le promoteur nous les a communiquées. Dans les immeubles qu'on a récupérés, en fait, quand on récupère un immeuble, l'ancien syndic nous donne pas la liste des adresses mail. Il nous donne que vos adresses postales et donc on peut pas communiquer à tout le monde. Donc ce qui fait que le flash info, en tout cas, il apparaît ici. Quand vous vous connectez sur l'extranet, une panne de chaufferie a été signalée. Nous avons prévenu le mainteneur qui nous a indiqué qu'il interviendrait dans un délai de 24 heures. Pour les membres du conseil syndical, vous pouvez voir le projet. Voilà, et donc vous pouvez retrouver ici le fameux problème de chaufferie avec la demande d'intervention qui a été faite. Pour ce qui est généralement, si on a vos adresses mail, effectivement, quand il y a un sujet qui concerne beaucoup d'appartements, on va faire un communiqué par mail pour ceux dont on a les adresses mail. Alors, on va regarder les autres questions. Donc ça, merci pour votre question. Alors il y avait une question sur les communications d'ensemble, Renaud. Ouais, C'est possibilité au CES d'envoyer un mail groupé aux copropriétaires. alors, non, à cause de la problématique RGPD. Ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de communiquer au conseil syndical les adresses mail des copropriétaires. En revanche, si le conseil syndical, veut qu'il y ait une communication qui soit faite à tout le monde, il peut nous le demander et donc nous, on va faire partir ce communiqué soit par mail aux gens dont on a l'adresse mail, soit par courrier aux gens dont on a les adresses postales. Donc c'est possible de faire un communiqué général à tout le monde. Il suffit de nous en faire la demande et nous, on a les outils pour faire ça. Mmh. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que l'extranet pour remonter les problèmes est aussi à utiliser pour un problème de partie privative? La réponse est non. En fait, nous, en tant que syndic, on s'occupe des parties communes. Donc, tout ce qui concerne vos parties privatives, malheureusement, on n'aura pas de pouvoir pour vous aider sur ces sujets-là. Si vous avez un problème dans vos parties privatives, c'est vous qui, ou votre gestionnaire locatif éventuellement, qui doit résoudre ce problème. Euh, donc l'extranet, il est là justement pour remonter les problèmes dans les parties communes. Et si jamais un problème sur les parties privatives est remonté dans l'extranet, on vous dira ben désolé, mais c'est malheureusement pas à nous d'intervenir parce que nous, on est mandaté par la copropriété pour gérer les parties communes avec, les fonds de la copropriété. Et donc, on peut pas, avec les fonds de la copropriété, donc de la communauté des copropriétaires, on peut pas financer des projets privatifs.
Donc ça sert à rien d'utiliser l'extranet pour ça. On ne pourra malheureusement pas vous aider sur ces sujets. Si vous avez un doute sur est-ce que c'est du privatif ou est-ce que c'est partie commune, évidemment, vous pouvez nous poser la question et on fera nos meilleurs efforts pour vous répondre. Mais si c'est sûr que c'est du privatif, ça sert à rien de nous le demander. Est-il possible d'avoir des alertes par mail lorsque vous êtes sollicité pour un sinistre ou un désordre ou lorsque vous effectuez des mises à jour du site? Alors, du coup, Madame Vidal, je ne sais pas si vous faites partie du conseil syndical. Si c'est le cas, oui, vous êtes notifié à chaque fois qu'on fait quelque chose. Quand vous êtes au conseil syndical, dans cet onglet conseil syndical, vous avez une vue sur tous les actions qu'on mène, tous les dossiers en cours. Donc, par exemple, donc ça, c'est encore une fois des dossiers fictifs. Mais voilà, il y a un dossier plomberie avec une fuite qui a été signalée le 10 septembre. Si vous avez coché cette petite cloche là, vous recevrez des notifications. Donc en fait, par défaut, vous recevrez un mail qui vous dit il y a un dossier qui a été ouvert. Et si vous cliquez à nouveau dessus, vous recevez plus de mail. On en parlait tout à l'heure avec un conseil syndical. Quand c'est une grosse copropriété où il y a beaucoup de dossiers en cours, comme la plupart de vos résidences, et ben, parfois ça fait beaucoup de mails. Donc en fait, le conseil syndical peut choisir d'être notifié ou pas en fonction des projets. Et donc là, du coup, si vous avez coché cette petite cloche, dès qu'on va faire une action, vous allez recevoir l'alerte. Et donc, par exemple, là, il y a une demande de devis qui a été faite à une entreprise de cordistes. Quand on la génère, automatiquement, le conseil syndical a l'information, pardon, et il peut consulter exactement les termes selon lesquels on a saisi l'entreprise. Ça, c'est vraiment un sujet de transparence. Par ailleurs, ça génère une référence de projet. Et donc, c'est bien aussi pour fluidifier la communication avec le conseil syndical. Quand on fait un point sur les dossiers en cours, ben, d'avoir cette référence-là. Comme ça, on peut savoir où on en est sur les dossiers. Donc, merci pour votre question. Ça fait 1 heure qu'on est connecté. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Mmh. Et ensuite, on vous remerciera d'avoir participé et on vous enverra donc toutes les réponses. Si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, on vous fera des réponses en direct. Alors, par exemple, j'ai une question. Habitant une copropriété gérée par votre syndic et concernant les charges, alors oui, c'est normal que vous habitez une copropriété gérée par nous, puisque c'est un webinaire qui est réservé aux copropriétaires des immeubles neufs gérés par Homeland. Et concernant les charges de chauffage collectif, nous avons voté en AG la pose de compteurs d'énergie. Or, nous sommes toujours facturés au tantième. Alors, je reprends un peu la réponse qu'on avait faite sur la différence entre le budget et sur la différence entre le budget et les charges de chauffage. Vous avez voté en AG un budget et les charges sont appelées sur la base de ce budget. C'est ce qu'on appelle un budget prévisionnel. Et donc, les charges sont avancées par la copropriété. Donc, s'il y a une facture de chauffage qui se présente, donc ça, c'est les règles comptables de la résidence. On n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. On paye la facture de chauffage et elle est répartie au tantième sur la clé de charge chauffage. Ensuite, s'il y a des compteurs qui ont été posés, qu'ils ont été relevés, et donc ça, c'est des choses qui dépendent du prestataire de maintenance des compteurs que vous avez sélectionné. Donc nous, souvent, on doit les relancer pour avoir les relevés de compteurs. Et malheureusement, c'est pas nous qui avons la société de comptage, c'est pas nous qui faisons le comptage, c'est la société de relève. Une fois qu'on a les relevés de compteurs, à ce moment-là, on va les imputer à chacun de vos appartements. Et lorsque l'assemblée générale suivante approuve les comptes, ça va venir du coup valider la répartition des compteurs qui aura été faite par nos services comptables. C'est pas forcément simple quand on n'a pas l'habitude, mais ce qu'il faut retenir, c'est la copropriété avance les frais. C'est pareil pour l'eau.
on reçoit une facture d'eau au début de chaque trimestre. C'est la copropriété qui la paye sur la base du relevé général. Il y a un compteur général dans votre résidence et donc nous on reçoit une facture sur la consommation globale de toute la copropriété. On est obligé de la payer avec les fonds avancés par la résidence sur la base du budget. Et ensuite, à la fin de l'année, une fois qu'on a les relevés, on applique les compteurs. C'est pour ça aussi que parfois la préparation des comptes prend un peu de temps. Donc par exemple, vous allez clôturer votre compte le 31 décembre, mais nous, on va recevoir les relevés de compteurs le 4 mai, parce que le temps que la société passe ou autre. Et ensuite, elle va nous dire du 1er janvier au 31 décembre, monsieur Untel a consommé tant, madame Untel a consommé tant, et nous, on va devoir rentrer toutes ces informations à la main dans le logiciel comptable. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Et ça fait partie du travail que nos équipes font et que les gens n'ont pas forcément une bonne compréhension de ce qui se passe, mais il y a tout ce travail qui peut prendre un peu de temps parfois. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'assemblée générale le 1er janvier, parce que le 1er janvier, on n'a pas toutes les informations sur les comptes. Et souvent, on reçoit les relevés de compteurs en mars, avril, mai. Et donc, à ce moment-là, on peut les impacter sur les différents appartements. Et à ce moment-là, on peut finaliser les comptes. On va la plupart du temps demander, enfin faire en sorte que le conseil syndical puisse contrôler les comptes. Il a la visibilité là-dessus en direct dans l'outil. Et ensuite, une fois que le conseil syndical a contrôlé les comptes, eh bien, vous allez recevoir la convocation avec le projet de compte. Donc c'est pour ça que si vous avez des compteurs, en fait, vous êtes de toute façon obligé de payer le budget qui a été voté par l'AG. C'est pas nous qui avons décidé de ce budget, c'est l'assemblée générale qui a approuvé ce budget. Mmh. Parfois, nous aurions Peut-être la question de monsieur Prévost. Comment prenez-vous en charge le renouvellement des contrats après la première année? Alors c'est une très bonne question. Usuellement, nous, on vous conseille des prestataires avec qui on a l'habitude de travailler, des prestataires qu'on sait efficaces et des prestataires avec qui on a négocié certaines clauses. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec eux, ils savent usuellement qu'on signe des contrats de 1 an. Ensuite, pour le renouvellement, à chaque fois, on se concerte avec le conseil syndical pour voir si, le conseil syndical était satisfait. Mais s'il n'était pas satisfait, à ce moment-là, on peut reproposer de nouveaux prestataires ou peut-être, faire un rendez-vous avec le prestataire pour améliorer la situation. Sur ce point, on va aussi nous, de notre côté, peut-être, augmenter encore la communication vis-à-vis de ça et vous donner, vous dire plus clairement, la manière, dont nous fonctionnons et les échéances qui peuvent arriver pour le renouvellement de ces contrats. Je prends une autre question intéressante sur les réserves. Heu, comment est diffusé l'avancement des levées de réserve de la copropriété? Alors concrètement, comment ça se passe? Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a la réunion de livraison des parties communes, on fait le procès-verbal qui liste toutes les réserves. On l'envoie au promoteur, et il sait qu'il doit lever ses réserves. Donc là, c'est à lui de faire le boulot avec ses entreprises. Nous, on peut le relancer 1000 fois. Si jamais il envoie pas ses entreprises, les réserves sont malheureusement pas levées. Donc il y a aussi là un enjeu à avoir un discours cohérent, un dialogue cohérent avec le promoteur. Le but, c'est qu'il lève les réserves. Donc il faut essayer de maîtriser un peu le discours. Mais donc en tout cas, une fois qu'on lui a notifié les réserves, c'est sa responsabilité de les lever et de faire son affaire des entreprises. Ensuite, malheureusement, on ne reçoit pas des quitus à chaque fois qu'il lève une réserve. Il va envoyer ses entreprises, elles vont être levées, ça va être consigné dans son outil de suivi des réserves. Et ensuite, on va faire, nous, une réunion de levée de réserve où on va venir constater les réserves qui ont été levées. Ce qu'on est en train de mettre en place avec certains promoteurs qui le veulent bien, c'est qu'ils puissent nous ouvrir à leur outil de suivi des réserves. Comme ça, nous, on Mmh. aura l'information que la réserve a été levée. Mais encore une fois, là, ça dépend des promoteurs. Certains veulent bien le faire, d'autres non. Donc si les promoteurs ont envie de travailler en bonne intelligence, eh ben, ils peuvent nous ouvrir cet outil. Donc nous, on va pouvoir savoir que les réserves sont levées. Nous, on notifie toutes les réserves dans notre outil de suivi, et on va essayer d'avoir ce suivi, mais ça dépend un peu du promoteur. Là, ce qui se passe de façon habituelle, c'est qu'on vient faire le réunion de levée de réserve de temps en temps. Il faut que le promoteur soit disponible. Ça sert à rien de faire des réunions de levée de réserve tous les 3 jours parce qu'entre temps, les entreprises ne seront pas passées. Donc le but, c'est d'avoir une temporalité qui est cohérente
avec le promoteur et ses entreprises. Comme ça, on vient sur place, on s'assure, enfin, on regarde ce qui a été levé ou pas, et à ce moment-là, on le met sur notre outil auquel le conseil syndical a accès. Mmh. Peut-être, encore quelques dernières questions. Il y a la question de monsieur Prévost. Il existe des réserves de livraison 30 jours et réserves complémentaires. Pourquoi ne pas faire une demande de levée de réserve à votre initiative à chaque étape? C'est je pense que Renaud avait commencé à aborder ce sujet-là. Oui, effectivement, nous, on fait, c'est nous qui signalons, puisqu'en fait, nous représentons le syndicat des copropriétaires. On va signaler auprès du promoteur ces réserves à 30 jours et les réserves complémentaires et ce sera notre rôle aussi de suivre ces réserves-là. Du coup, vous aurez ces réserves, c'est le suivi disons de ces réserves et l'affichage de ces réserves sera sur votre extranet. On a fait un gros tour et on arrive au bout de notre temps. Merci beaucoup de votre participation et de toutes vos questions. On espère que c'était utile. D'ailleurs, David, tu veux pas faire un petit sondage? Si. On espère que c'était utile et on va continuer à faire, des sessions de questions-réponses, avec les copropriétaires des immeubles neufs parce que, on sait que c'est parfois un peu, perturbant, notamment, quand ça se passe pas comme on le voudrait avec le promoteur. Pour vous rassurer quand même, pour ceux qui ont des problématiques, particulières avec vos promoteurs, nous, ça fait maintenant 6 ans qu'on gère des immeubles neufs. Malheureusement, les réserves, elles se lèvent jamais en claquant des doigts. C'est souvent des sujets assez longs. C'est des dossiers qui peuvent prendre plusieurs mois, voire années. Mais ça finit, dans 99 des cas par rentrer dans l'ordre. Donc ce qui est important, c'est de distinguer ce qui est urgent de pas urgent. C'est aussi un peu notre rôle. Quand il y a péril dans la demeure, c'est urgent. Quand, voilà, des problématiques de chauffage haute, c'est urgent. On fait nos meilleurs efforts pour faire en sorte que le mainteneur puisse intervenir le plus rapidement, que le promoteur puisse prendre les dispositions le plus rapidement possible. Mais parfois, les réserves, ça peut mettre, plusieurs mois à être levé. Faut parfois être patient, parfois faut unir ses forces pour, ben, faire une action groupée contre le promoteur. En tout cas, nous, on est là pour vous conseiller là-dessus. Hem, c'est vrai que ça peut être perturbant quand on achète dans le neuf de se dire: «Ben, j'ai acheté, quelque chose et finalement il y a des trucs qui marchent pas». Souvent, on s'aperçoit de notre expérience, encore une fois, hein, plus de 4 000 logements, neufs gérés, donc en fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir, des réserves qui sont pas levées. En fait, c'est malheureusement assez courant. En fait, la plupart des promoteurs, ben, ils essaient de tenir leur délai de livraison et donc et d'ailleurs souvent il y a des décalages, de leur faute ou pas, on n'est pas là pour juger de ça, mais ils essayent de tenir des délais de livraison serrés et donc ils livrent un ouvrage qui est pas complètement terminé. Mais du coup, vous êtes protégés de ça par les garanties, donc de parfait achèvement, par la garantie biennale, par la garantie décennale. Donc il faut pas forcément s'alarmer, vous avez plein d'outils juridiques qui sont là pour vous aider, Mmh. vis-à-vis des promoteurs. Je vais peut-être Hem soumettre au vote le sondage. C'est la question suivante: le webinaire a-t-il répondu à vos questions sur les immeubles neufs? Si dans tous les cas, si jamais, on n'a pas eu le temps de répondre à votre question, nous, on a bien la liste des questions, donc on vous enverra les réponses individuellement. Merci beaucoup d'avoir participé. Il y en aura d'autres. On ne sait pas encore à quelle régularité, mais en fonction, on le fera. Heu, d'ailleurs, peut-être, David, est-ce que tu veux mettre un sondage pour savoir, est-ce qu'il faut qu'on fasse, une séance de questions-réponses, tous les mois ou 2 OK. fois par mois ou tous les 2 mois? Alors, j'en profite pour prendre des questions encore. Qui nous assiste dans cette levée de réserve chez vous? Existe-t-il un gestionnaire dédié? C'est une bonne question aussi. Donc on a un pôle technique avec 3 personnes, aujourd'hui qui sont formées en gestion technique du bâtiment. On fait en sorte qu'il y ait toujours, une personne de cette équipe qui soit présent pendant la réunion de livraison des parties communes, donc qui est là avec le promoteur pour lister les réserves. On fait en sorte que cette personne soit également présente à la première réunion de levée des réserves. Comme ça, il pourra constater les réserves qui ont été levées ou pas. Et ensuite, pour les prochaines réunions de levée de réserve, généralement, c'est le gestionnaire de votre résidence,
qui est présent. Donc en fait, pour répondre à cette question, vous avez plusieurs personnes qui vous accompagnent, le gestionnaire de la résidence, mais c'est souvent des gestionnaires qui sont généralistes, qui ne sont pas forcément spécialisés sur la gestion technique du bâtiment. C'est pour ça qu'ils sont aidés par notre équipe de gestionnaires techniques qui viennent pendant la livraison systématiquement, qui viennent aussi pendant les réunions de levée de réserve. Alors je vois une question. Il y a quelqu'un qui souhaiterait un webmail pour les conseils syndicaux et pas seulement sur les immeubles neufs. Avec plaisir, on va l'organiser. On va l'organiser, avec grand plaisir. Très bonne idée. Hem, donc voilà et pour, compléter, du coup, le pôle neuf, continue à s'étoffer. Donc David est revenu travailler chez Homeland pour, une durée, qu'on souhaite la plus longue possible. Et donc pour renforcer tous ces sujets-là, pour améliorer les outils de suivi de levée des réserves, pour, apporter un soutien aussi aux référents qui parfois, voilà, ont plusieurs dossiers à gérer. Donc David est là pour les aider sur les sujets spécifiques au neuf et on a également 2 personnes qui sont en formation pour, justement s'impliquer dans le suivi administratif des levées de réserve parce que c'est quelque chose de très administratif. Donc si, par exemple, pour les gens qui sont en GPA, s'il y a un sinistre, qui survient et qui relève des garanties promoteurs, le process, c'est de prendre une photo du désordre, nous l'envoyer et nous, on va consigner tout ça et on enverra du coup au promoteur tous ces désordres par recommandé, parce que c'est ça le process. Donc ça, c'est un travail qui est administratif, qui prend un peu de temps. Et donc là, on a 2 personnes qui sont, en formation actuellement pour être dédiées à ça, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de sujets de GPA sur tous les immeubles, qu'on gère actuellement. Peut-être, un dernier point, au niveau du format. Le but ici, c'est de répondre aux questions qui sont les plus générales possibles. Bien entendu, on prend l'ensemble des remarques et comme Renaud l'a dit, on adressera les sujets qui étaient peut-être un peu plus, personnels et spécifiques à différentes copropriétés. On a noté toutes les questions qui ont été adressées et on y répondra, pour sûr. Alors, je prends une dernière question qui vient d'être posée. Qu'est-ce que la GPA? C'est la garantie de parfait achèvement. Alors si vous voulez creuser certains sujets, il y a toujours ce fameux centre d'aide. Je pense qu'on a dû faire comment fonctionne la garantie de parfait achèvement. Donc c'est en fait enfin, votre copropriété, elle est garantie contre un certain nombre de désordres qui peuvent survenir pendant la première année de la construction. Donc le promoteur doit réparer les désordres, défauts, vices non apparents lors de la livraison ou étant apparus a posteriori, qui lui sont signalés dans un délai d'1 an à compter de la réception de l'ouvrage. C'est ça la GPA. Mmh. Hem, bon, puisque j'ai encore des questions qui sont posées, les recommandés de réserve sont-ils envoyés systématiquement par vos soins ou sur demande du conseil syndical? Ils sont, toujours on s'assure que ça concerne bien une partie commune et ensuite ils sont envoyés et le conseil syndical a une visibilité sur ce qui est envoyé. C'est ça. Je voudrais même rajouter que c'est une collaboration qui se fait entre le conseil syndical et le gestionnaire et qu'en fait, vous travaillez main dans la main pour signaler les réserves, mais aussi pour les suivre. Et peut-être pour finir aussi sur la personne qui disait que ça serait bien d'avoir un peu plus d'interactivité sur ce type de format. Le problème, c'est qu'avec, 110 participants, si chacun prend la parole en même temps, on aura du mal à se parler. C'est pour ça qu'on a voulu ce format un peu, voilà, plus, général, mais on pourra faire des points plus spécifiques sur les immeubles, concernés. Merci, à tous. Merci à ceux qui nous remercient pour l'organisation de ce webinaire. C'est avec plaisir. Merci à tous. Sur les résultats des sondages. Ah, je crois que tu avais pas soumis le vote, Si en fait, le sondage je crois est ouvert qu'un certain temps. Du Ah oui, coup, d'accord, OK, pardon. Bon ça, on va consigner tout ça. mmh Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et Merci à pour bientôt. votre temps. Bonne soirée, au revoir.